3, 2, 1. Here we go! Mesdames, Messieurs, c'est toujours Frédéric Danhé pour vous servir. 4e table ronde de ce premier cyclo Clermont-Ferrand et 4e Auvergne-Rhône-Alpes. Mieux comprendre le prix de l'eau entre financement et acceptabilité sociale. Effectivement, le prix de l'eau, si tant est qu'on le connaisse, on a du mal à saisir parfois ce qu'il recouvre et de quoi est-il constitué. Financement, pourquoi ? Parce que se pose la question de est-ce qu'on pourra toujours financer l'eau dans les années qui viennent, et acceptabilité sociale, oui, celle du coût à supporter, notamment par les ménages et les autres usagers. Nous allons aborder cette question avec Céline Demézy, Anthony Barbier et voilà ce qui arrive quand on multiplie les feuilles et en visio, mesdames, messieurs, Mélissa Bélier, merci de les accueillir. Vous êtes donc 2, vous auriez dû être plus que 2, mais il y a eu... voilà, finalement, vous n'êtes plus que 2, plus 3 avec Madame Bélier qui se trouve en visio chez elle. Céline Demézy, vous êtes directrice des redevances à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Anthony Barbier, vous êtes directeur régional adjoint Auvergne-Rhône-Alpes pour la Banque des Territoires, Caisse des dépôts. C'est ça, voilà. Mélissa Bélier, est-ce que vous êtes là ? Oui, en tout cas, vos lunettes sont là. Bonjour. Vous m'entendez ? Alors, j'ai pas de retour. Mélissa Bélier, vous êtes conseillère technique à la FNCCR. Vous nous direz ce que recouvre le terme FNCCR, même si tout le monde le connaît, j'en suis sûr. Faites-moi au moins un signe parce que j'ai pas de retour. Est-ce que vous m'entendez ? Bon, c'est parfait. On va commencer par vous, Madame Demézy, directrice des redevances. C'est dur à porter, ça fait un peu inspecteur des impôts, directrice des redevances. Il y a une dimension fiscale dans les redevances. Eh bien oui, il y a une Mais dimension. c'est pour le bien commun qu'est l'eau. Un bien commun, effectivement. Alors, on a un peu abordé le sujet ce matin lors de la conférence, la plénière institutionnelle. Tiens, qui ici, je pose la même question, qui ici dans la salle sait combien il paye son mètre cube ? Oui, vous évidemment. Ah quand même, 4 personnes, c'est pas mal, 5. Personne ne connaît vraiment le prix de l'eau en France, pas moi qui le dis, c'est les enquêtes d'opinion. Le prix de l'eau, alors peut-être rappeler quelque chose, Madame Demézy, l'eau paye l'eau, l'entretien de l'eau, il est basé en partie sur nos factures. Il est basé en partie sur nos factures. Il y a 23 milliards d'euros de dépenses annuelles de l'eau. Et sur ces 23 milliards, il y a 13 milliards qui sont les services locaux de l'eau, donc la distribution d'eau potable et la collecte des réseaux d'eau usée, et 2,3 milliards qui sont les financements des agences de l'eau par la part des redevances. Puisque sur votre facture d'eau, j'en ai une ici, comme ça vous en aurez vu une au moins, voilà. Il y a 3 rubriques, donc distribution de l'eau potable, collecte des eaux usées et redevances des agences de l'eau. Donc, les redevances des agences de l'eau, c'est quoi ? C'est la partie qui est de vos redevances que vous payez selon le principe pollueur-payeur, préleveur-contributeur sur vos prélèvements d'eau, la consommation, mais aussi la pollution. Et c'est en compensation des dommages qui sont causés à l'eau par le fait que vous utilisez l'eau. Donc, il y a différents types de coûts. Il y a les coûts préventifs, il y a les coûts curatifs, il y a les coûts palliatifs aussi. Par exemple, si vous avez besoin de changer votre captage d'eau potable parce que le captage que vous utilisez n'est plus apte à une eau de qualité, c'est un coût qu'il faut prendre en considération et qui va être financé par l'agence de l'eau,
qui accompagne techniquement et financièrement les porteurs de projets dans les territoires, avec une dynamique en fait de bassin versant hydrographique des fleuves. Donc pour l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, c'est la Loire. Donc ça va de la Haute-Loire jusqu'en Armorique, c'est-à-dire 1000 km de la Loire, mais derrière, il y a 135 000 km de rivières à protéger. Et l'objectif final, c'est la disponibilité de la ressource, c'est la réceptivité des milieux naturels, parce que vous aurez beau avoir des tuyaux d'eau et un robinet, si votre collectivité n'a pas la possibilité de prélever l'eau parce que l'eau n'est pas disponible ou parce qu'elle ne peut pas rejeter, et avec le changement climatique, le nombre de sécheresses, on va avoir de plus en plus cette difficulté-là, eh bien, vos tuyaux ne serviront à rien. Et donc le rôle de l'Agence de l'eau, c'est d'avoir cette vision globale du bassin hydrographique pour pouvoir accompagner l'ensemble des acteurs de l'eau, que ce soit les collectivités, mais aussi les autres usagers, les agriculteurs, les industriels. Et donc, cette part de redevance, c'est pour Loire-Bretagne 10% de votre facture d'eau. C'est tout ? 10%, c'est tout. C'est un donc, choix. l'eau ne paye pas vraiment l'eau, finalement. Alors, l'eau paye pas l'eau, paye l'eau dans la mesure de ce qu'elle paye, donc de ce que vous payez via votre facture d'eau. Mais on ne paye pas, c'est finalement 10%, c'est rien. Alors le reste, c'est de l'abonnement ? Alors le reste, c'est vraiment le prix de l'eau que vous payez sur la collectivité, sur le petit cycle, ce qui vous permet d'avoir de l'eau à votre robinet et d'évacuer les eaux usées. Donc là, c'est ce que paye votre collectivité. Donc 10% pour les agences de l'eau et 80% pour les collectivités. D'accord ? Et ces 10% des agences de l'eau, ça peut sembler faible. 2,3 milliards, on pourrait se dire, les coûts environnementaux réels, ils sont énormes et c'est assez peu. Et c'est une des questions, est-ce qu'il faut derrière augmenter le prix de l'eau ? Mais la chose importante, c'est que ces 2,3 milliards d'euros, ils ont un effet levier majeur. C'est-à-dire que parce que l'Agence de l'eau finance à hauteur de 2,3 milliards, enfin les 6 agences de l'eau en France métropolitaine, une par grand bassin hydrographique, si chacune s'engage, les autres investisseurs se disent « eh ben nous, on peut y aller, financièrement, c'est un projet solide et ça correspond à la réalité d'une gestion durable de la ressource en eau ». Vous dites principe pollueur-payeur, donc qui pollue paye, principe préleveur-payeur, qui prélève paye. Et en même temps, on l'a dit ce matin, on l'a redit tout à l'heure, finalement on consomme de moins en moins, donc les agences ont de moins en moins de ressources. C'est un hiatus et comment on le corrige ? Alors c'est vrai que l'objectif de sobriété, c'est un des premiers objectifs de l'agence. Mais en fait, on se rend compte que s'il y a une baisse de ressources financières pour l'agence de l'eau, du fait qu'il y ait de la sobriété, déjà, c'est qu'on aura réussi notre mission. Donc déjà, c'est un élément positif. Et puis en plus, on se rend compte que les coûts préventifs sont nettement moindres que les coûts curatifs, en fait. Certes, donc, ça vous fait moins de sous quand même. Ça nous fait... Moins de dépenses, mais moins de sous. Moins de sous, donc ça nous oblige à prioriser. Mais c'est la limite, c'est l'équilibre de la soutenabilité du prix de l'eau. C'est une décision de politique de l'eau. Et c'est vrai que le prix de l'eau, c'est d'abord le petit cycle, le financement des infrastructures. Et là, c'est le prix direct de l'eau, parce que c'est la première responsabilité des collectivités d'assurer une ressource disponible en eau et une eau de qualité. Alors le prix moyen de l'eau en France, en 2023, il était de 4,69 € par mètre cube pour de l'eau assainie. Sur le bassin Loire-Bretagne, il est un peu plus élevé. On a une moyenne de 4,88 €. Mais en fait, ce prix moyen de 4,69, il traduit des disparités régionales, puisque vous avez un prix de l'eau en Provence-Alpes-Côte d'Azur qui est de 4,22 €
et par contre un prix de l'eau dans la région des Hauts-de-France qui est à 5,41. Pourquoi ces différences ? Parce qu'on a une qualité de l'eau brute qui peut être différente. Par exemple, justement, en Armorique, vous avez une eau qui est relativement polluée et donc il y a des coûts de potabilisation très importants derrière. Vous avez aussi une moindre disponibilité de la ressource si vous êtes sur des eaux superficielles, donc plus sensibles, donc plus d'efforts à faire pour couvrir ces coûts environnementaux de la ressource en eau. Vous avez pour l'eau potable un prix qui varie. Donc au niveau national, on était à 2,32 en 2023. Aujourd'hui, on est sur les derniers chiffres de l'Observatoire de la politique de l'eau sur un prix de 2,46. Ce qui semble rien du tout, eu égard aux pollutions dont nous autres journalistes ne cessons pas de faire part, avec des coûts de dépollution qui ne font qu'augmenter. Pourtant, on est à 2,30, à 2,40, ça semble rien du tout. Ça semble peu. C'est vrai que le budget eau, c'est 0,8% du budget des ménages, alors que la téléphonie mobile, c'est 2% du budget des ménages. Donc il y a un vrai écart sur ce besoin qui est pourtant un besoin essentiel. Sans eau, on ne peut pas vivre. Sans téléphone également, je pense, aujourd'hui. Mais sans eau, on ne peut réellement pas vivre. Mais il y a une question de soutenabilité, en fait. Et c'est toute la question de l'augmentation du prix de l'eau. C'est qu'est-ce qui est soutenable ? Est-ce que c'est un prix de l'eau à 7 euros, à 10 euros par mètre cube ? Oui, carrément. Donc, ce n'est pas une augmentation à 5 ou 6, c'est de 7 à 10. Parce que ça ressemble au coût réel de l'eau selon une agence de l'eau. Alors, le coût de revient de l'eau, TTC, c'est ça, ce serait ça. Non, il n'y a pas de prix qui est déterminé par les agences de l'eau. Mais si on suit l'étude du Cercle français de l'eau, ils estiment que donc il y a 23 milliards de dépenses annuelles de l'eau en France. 13 milliards non couverts. Mais il y en a 13 milliards qui ne sont pas couverts, de coûts qui ne sont pas couverts. Ces 13 milliards, c'est quoi ? 5 milliards qui manquent pour le renouvellement des infrastructures. Aujourd'hui, le renouvellement des infrastructures, on est sur un taux de renouvellement au niveau national de 0,8%. Ça veut dire qu'on renouvelle les infrastructures sur un rythme de 120 ans. Et il faudrait 60 Il faudrait idéalement 1,6% de taux de renouvellement, le double, pour un renouvellement sur 60 ans, qui est la durée en fait, d'amortissement d'un réseau. On va y venir avec la Banque des Pour les territoires. redevances performance d'eau potable, on met comme critère un taux de renouvellement de 1,2%, c'est-à-dire un renouvellement en 80 ans. Mais c'est déjà énorme, 80 ans, quand on voit la détérioration des matériaux et toutes les questions de pollution qui peuvent jouer. Avec la dégradation des matériaux, vous voulez dire ? Et puis de fuites, parce que les fuites d'eau, ça représente une très grande consommation de l'eau potable. Pour vous donner une idée, sur le bassin Loire-Bretagne, on a un taux de rendement de 85%. Mais les 15% de fuite, c'est-à-dire d'eau qui s'échappe des conduites d'eau potable, ça représente 150 millions de mètres cubes pour le bassin Loire-Bretagne, ce qui représente la consommation annuelle de la région Centre-Val de Loire en eau potable. Rien qu'en fuite, en ayant un taux qui est supérieur au taux de rendement national, qui est de 80%, avec des grandes disparités, là aussi. On varie de 60% dans certaines régions à 90% pour les plus performants. Mais voilà, on a un toujours taux 150 millions de mètres cubes qui regagnent le milieu naturel. Allez, on va s'assurer. Ça va dans le milieu naturel, mais c'est quand même de l'eau sur laquelle on a dépensé de l'énergie, des infrastructures, des coûts d'investissement et qui est perdu. Voilà. Madame Bélier, est-ce que vous êtes là ? Oui. Est-ce que vous m'entendez ? On vous entend très bien, on vous entend fort. Merci. Alors, je suis très perturbé. J'ai 2 écrans, un plan large, un plan étroit. Donc, je vais regarder le plan large. Il est moins perturbant. Bonjour, merci d'être là à distance. C'est toujours compliqué. Vous avez entendu ce qu'a dit Madame de Mézy. Le prix de l'eau ne peut qu'augmenter. C'est inévitable. Ou il y a des moyens de gérer ou de structurer le prix autrement ? Alors, sur le constat, en tout cas, effectivement, je pense que je peux rejoindre Madame de Mézy sur le fait que les charges, en tout cas, qui pèsent sur les services de l'eau, ça croisse.
sur le service de l'eau et de l'assainissement aussi de manière assez importante. C'est vrai que nous, on a une approche qui est plus axée sur le prix, donc les 80% de la facture d'eau. Alors vous, pardonnez-moi, FNCCR, est-ce que vous pouvez nous dire qui est la FNCCR, au cas où des gens dans la salle ne le connaîtraient pas? C'est un site qui est effectivement assez barbare. Donc c'est pour Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Donc nous regroupons, nous sommes une association statut loi de 1901 qui regroupe plus de 600 collectivités compétentes en eau et ou en assainissement et ou en gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, donc GEMAPI. Donc nous avons vocation à représenter ces collectivités tant au niveau national, dans les groupes de travail national, que de leur permettre de mettre en pratique, mettre en commun, mutualiser des ressources pour mener notamment des études, etc. Oui, allez-y. Et donc, oui, tout à fait. Et donc, évidemment, l'économie des services d'eau est un sujet sur lequel nous travaillons assez fortement et nous sommes très impliqués. Donc, il y a à la fois effectivement l'aspect qui a été présenté, donc plus général. Nous, on s'intéresse aussi beaucoup à l'économie des services, l'équilibre économique des services eux-mêmes. Et effectivement, les coûts sont amenés à augmenter du fait de la pression de la pollution et puis du retard d'investissement qui a été effectivement pris, puisque en fait les infrastructures ont des temps de vie, des durées de vie qui sont très longues, mais pour un certain nombre arrive à expiration effectivement dans les années qui viennent. Mais comment vous l'expliquez ça? Parce que c'est quand même pas une découverte pour les élus, pour les concédants, pour les régies, que voilà, il y a des tuyaux qui fuient, qu'il y a de plus en plus de micropolluants, qu'on a des nitrates en Bretagne avec les algues vertes qui vont derrière. Enfin, c'est pas une découverte, ça, qu'il y a un mur d'investissement. On a l'impression, enfin moi, foi de journaliste, on a l'impression que voilà, on regarde ailleurs, on met la tête sous le tapis et puis de toute façon l'État sera toujours là pour aider. Les élus semblent découvrir qu'ils ont des trous dans les tuyaux, qu'ils ont des stations d'épuration à changer, comme ils semblent avoir découvert qu'il y avait des aides-feux, comme ils semblent découvrir qu'il y a le ZAN. Comment vous expliquez qu'on s'inquiète aujourd'hui à ce point? Alors déjà, je pense qu'on n'est effectivement pas vraiment sur un principe actuellement de pollueur-payeur qui serait appliqué, puisqu'on est plus sur un principe polluer-payeur. Expliquez-moi, ça me plaît, allez-y. Vous évoquez effectivement la problématique des nitrates, on peut aussi parler des PFAS ou des pesticides. Les services d'eau sont plutôt des récipiendaires, des réceptionnaires de la pollution qui vient d'acteurs externes. Et donc, en fait, les services et puis qui sont financés à plus de 80 voire 90% par les factures d'eau des usagers ont eux à supporter des coûts dont ils ne sont pas à l'origine. Voilà, et donc où la connaissance, en tout cas dans tout ce qui est pollution, et les normes ont tendance là très clairement à s'accroître. Donc c'est sans doute positif pour tout l'aspect sanitaire et gestion de la pollution. Mais sur les aspects microbiologiques, ça fait quand même qui étaient les aspects les plus suivis historiquement. Il n'y a absolument pas de souci en France sur ces cas-là. Ensuite, on a une forte inertie patrimoniale et donc on arrive effectivement à des périodes de renouvellement, notamment pour tout ce qui a été implanté dans les années 60-70, qui sont des années de forte implantation de réseaux en zone rurale. Mais ce qui veut dire que rien n'a été prévu, planifié? Alors en partie, mais c'est vrai qu'il y a toujours eu beaucoup d'investissements apportés. Et puis effectivement, c'est pas toujours évident politiquement de porter des investissements quand les réseaux sont à l'instant T en bon état ou à peu près en bon état. On a également un enjeu de capacité de maîtrise d'ouvrage, puisque le service d'eau, donc un peu moins depuis ces dernières années avec la loi NOTRe, mais qui a été mise en pause par le législateur, et bien en fait ça demande quand même une certaine capacité d'ingénierie pour intervenir et pour déclencher les travaux, pour identifier ce qu'il y a à faire, mettre en œuvre un plan pluriannuel d'investissement, etc. Donc on a quand même un enjeu de taille critique, d'expertise,
Et c'est là encore assez hétérogène entre les services. Ensuite, il faut quand même préciser que les charges des services d'eau sont majoritairement fixes, puisqu'elles sont majoritairement liées effectivement aux infrastructures et pas directement aux volumes qui sont consommés et donc qui sont facturés. En général, on évoque le taux de 80% de charges fixes pour 20% de charges variables, qui sont l'énergie et les produits chimiques. Les produits de traitement, oui. De traitement. Alors qu'à l'inverse, les recettes, elles, sont plutôt à l'inverse, avec 20% de recettes fixes, qui est composée par l'abonnement, qui n'est pas modifié par la consommation, et 80% qui est assis sur la consommation des usagers. Donc sur les redevances. Voilà, alors sur les redevances, oui, sur le prix unitaire. Sur le prix unitaire Attendez, je vais passer la parole 2 secondes à Madame Demézy. Donc les pollués seraient les payeurs. Alors, les redevances, justement, les redevances de l'Agence de l'eau, elles se fondent vraiment sur l'application du principe pollueur-payeur, préleveur-contributeur. Manifestement, ce n'est pas le cas, nous dit Madame Bélier. Alors, pour la partie redevance, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire qu'on applique strictement le principe de vous polluez, vous émettez telle quantité de matière dans le milieu naturel liée à l'utilisation de produits chimiques, de matières inhibitrices par exemple, ou de sel, vous allez payer votre redevance en fonction de ce poids de matière que vous émettez dans le milieu naturel. Alors, il y a un effet de seuil, voilà, parce qu'on considère qu'il y a une pression anthropique normale qui correspond à l'usage de l'eau normale, mais dès lors que vous polluez et que vous avez un impact sur le milieu, vous payez une redevance qui constitue vraiment ce principe-là. Oui, et on le voit par exemple sur l'eau potable, puisque la redevance consommation d'eau potable, jusqu'à maintenant, jusqu'à la réforme du 1er janvier 2025, les industriels étaient plafonnés à 6 000 m3. Désormais, tout mètre cube d'eau potable est soumis à redevance. Et ça, c'est un effet vraiment de l'application de ce principe pollueur-payeur, préleveur-contributeur. Certes, mais rien n'a été changé pour le monde agricole par décision de la Première ministre de l'époque en décembre 2024, Elisabeth Borne. Le monde agricole contribue, que ce soit par le prélèvement irrigation, que ce soit par la redevance pollution-élevage ou pollution diffuse, et il contribue plus, par exemple sur la redevance pollution diffuse, on a une évolution de la classification de la toxicité des matières de pollution diffuse, et donc du taux qui s'applique. Et de ce fait, on a une augmentation de la redevance pollution diffuse. Par exemple, pour l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, en 10 ans, on est passé de 20 millions d'euros de redevance pollution diffuse à 45 millions d'euros cette année. Et c'est suffisant, c'est à l'aune des émissions de nitrates liées aux porcheries et au phosphore dans les eaux du bassin Loire-Bretagne ? C'est établi, ces taux, ils sont établis en fonction d'éléments de compensation du coût environnemental du dommage et de la soutenabilité. C'est établi par rapport à des éléments scientifiques, objectifs, qui déterminent le coût. Non, il y a vraiment une évaluation du coût et de ce qui est soutenable pour l'activité agricole. Quand le Sénat de la République propose de changer tout le système de redevance et que les seuls à qui on a accordé le fait que rien ne change, c'est les agriculteurs, il y a une décision politique. Il y a toujours une dynamique politique parce qu'il y a une acceptabilité, et c'est le sujet de notre conférence. La limite du financement, c'est l'acceptabilité, c'est la soutenabilité. Mais cette soutenabilité, elle doit se faire non seulement pour l'usager, ça c'est la soutenabilité traditionnelle qu'on appréhende assez facilement, mais il y a aussi la soutenabilité pour l'environnement, il y a la soutenabilité temporelle, parce qu'aujourd'hui, si vous mettez un prix de l'eau qui va correspondre à ce que peuvent supporter vos concitoyens, qu'est-ce qu'il en sera demain ? C'est exactement la situation dans laquelle on se retrouve pour les renouvellements d'infrastructures. Il n'y a pas eu d'investissement. Donc, c'est cette soutenabilité et cette culture de l'eau et toute cette démarche que mène l'Agence de l'eau d'accompagner chacun des acteurs à prendre conscience de sa consommation, à se sensibiliser sur le coût réel de l'eau. Non seulement le renouvellement des infrastructures, mais également l'ensemble des coûts environnementaux.
Et c'est cette prise de conscience que vraiment on accompagne. Et ça se voit par exemple lorsqu'on accompagne un acteur comme, je vais vous prendre l'exemple de l'usine Michelin de Troyes. Ils ont réalisé avec l'aide de l'agence de l'eau Seine-Normandie une étude de leur consommation d'eau à chaque étape de la production. Et on a mis à leur disposition un procédé innovant qui leur a permis d'économiser l'eau. Le résultat, c'est quoi ? 78% d'économie d'eau. Et ça, ce sont des éléments efficients. Voilà. Et c'est par cette culture de l'eau, par cette sensibilisation, par cette prise de conscience et par des solutions concertées qu'on trouve ensemble que déjà on arrivera à une acceptabilité sociale et donc éventuellement d'accepter une augmentation du prix de l'eau. Voilà. Pour emmener des collectivités, comme dans le Puy-de-Dôme, où ils ont un prix à 1,06 pour l'eau potable. Ce qui n'est pas suffisant. Ce qui n'est pas suffisant. Comment on les accompagne ? Madame Bélier, revenez vers moi, vers nous. Oui. Je ne vous oublie pas, Monsieur Barbier, ne vous inquiétez pas. Madame Bélier, le besoin de financement à l'avenir, vous avez pu le chiffrer ? Alors, ce n'est pas nous qui avons fait les études, mais effectivement, il y a des études qui ont été faites. Hein. On a cité le Cercle français de l'eau qui a publié une étude récemment. On irait effectivement en termes d'investissement sur une augmentation du besoin en termes de 50% sur les plusieurs dizaines d'années qui arrivent. Et c'est encore sans prendre en compte le coût de traitement des pesticides et de leur métabolite qui va être encore à ajouter, ni la prise en compte de la DRU, donc la directive aux résiduaires urbains. La version 2 qui arrive. Oui. Voilà, qui là, justement, j'en parlais avec des collègues, où on parle là encore de 2 milliards par an supplémentaires pour traiter les micropolluants et puis atteindre la conformité avec le temps de pluie, donc pour éviter les déversements en cas de pluie, les déversements d'eau usée non la traitée. limiter à 2% et pas à 5% du volume total des rejets à l'année, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et donc, effectivement, on est sur une augmentation assez forte à attendre et qui sera d'autant plus difficilement soutenable, amortissable pour les collectivités rurales qui ont moins de moyens, moins d'économies d'échelle et qui se trouvent confrontées à ces augmentations d'exigences qui sont assez fortes et qu'elles subissent assez fortement. Je passe la parole bientôt, Monsieur Barbier. Madame Bélier, mais vous avez l'air de dire, je me fais faussement ingénu, que voilà, le principe des redevances, fondé sur le principe pollueur-payeur, en fait, il est plus adapté, il est mal équilibré, il est mal réparti. Quelles idées vous avez pour modifier ce système ? Alors, sur les redevances dues aux agences de l'eau, effectivement, nous portons un rééquilibrage, la proposition d'un rééquilibrage du système à partir du constat que actuellement 80% des recettes des agences de l'eau proviennent des factures d'eau et d'assainissement et donc en fait sont assises sur les volumes consommés essentiellement et sont décorrélées de l'aspect pollution et pollueur. Alors même que désormais les aides qui sont alloués aux services d'eau, donc au service qu'on appelle du petit cycle de l'eau, ou du cycle urbain de l'eau, ne représentent que de l'ordre de 35% du budget de ces agences. Donc effectivement, les factures d'eau des usagers financent aujourd'hui la biodiversité, le grand cycle de l'eau, la connaissance, ce qui est justifiable. Mais il faudrait que les proportions soient peut-être un petit peu davantage rééquilibrées par rapport aux pollueurs. Et là, je vise davantage les metteurs sur le marché ou les produits polluants eux-mêmes. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qu'on porte et qui fait partie, à notre sens, de l'acceptabilité du système des redevances des agences de l'eau auquel tout le monde est attaché. Mais malgré tout, ça demanderait un certain rééquilibrage. Pour le coup, la loi anti-PFAS qui n'a pas encore eu ses décrets d'application, c'est un peu une révolution parce qu'elle va faire porter le coût de la dépollution aux émetteurs de ces PFAS sur certaines filières.
Ça va dans le bon sens, ça? C'est ce que vous préconisez? Oui, alors on attend de voir effectivement la mise en œuvre et la façon dont effectivement ça sera réellement, voilà, réellement appliqué, puisque actuellement, selon les données qu'on peut avoir, le coût de traiter ces PFAS va effectivement entraîner une augmentation des coûts de traitement de l'eau réellement considérable. Les chiffres qu'on m'a transmis, c'est qu'on pouvait aller jusqu'à un doublement du prix de l'eau uniquement en lien avec le traitement de ces PFAS, selon voilà, ceux qui sont considérés comme étant pertinents et devant être traités pour l'eau potable. Et donc là encore, on a une forte inégalité entre les gros services urbains qui pourront sans doute absorber ces coûts supplémentaires, ces besoins technologiques, et les services ruraux qui, là, vont se retrouver en très grande difficulté par rapport à ça. Tout l'intérêt de la loi NOTRe, contre laquelle se sont opposés maints représentants des zones rurales au Sénat. Bon, il y a des moments, j'ai du mal à saisir les buts de chacun. Il y a du boulot pour vous, Monsieur Barbier. La Banque des Territoires a de l'argent. La Banque des Territoires, potentiellement, devrait être sollicitée. Et en fait, vous me disiez au téléphone, on nous sollicite finalement assez peu. Alors moi j'ai une bonne nouvelle, parce que j'ai la possibilité de faire en sorte qu'on engage une dynamique sur les investissements dans cette matière-là, tout en limitant l'impact sur le prix de l'eau. C'est pas très compliqué, en fait, il suffit que les élus et les donneurs d'ordre public acceptent de faire des emprunts qui soient sur des très longues durées. Comme vous l'avez rappelé, la durée de vie des réseaux, c'est 60 ans, 70 ans quand ils sont posés aujourd'hui. La durée de vie des ouvrages d'art comme des stations d'épuration, des steppes, des stations d'assainissement, c'est 30 à 40 ans. Et en général, on emprunte encore sur 15 ans ou sur 20 ans. Et on emprunte à la banque du quartier. On emprunte comme quand on achète sa maison, comme quand on fait n'importe quel bâtiment particulier. Juste parce que c'est l'habitude, en fait, 15-20 ans. On a même fait des prêts à taux variables titrisés sur les marchés en 2008-2009. Bon, ça, a priori, c'est fini. C'était une mauvaise idée, ça. C'était une très mauvaise idée, mais qui a engagé des communes dans un tréfonds d'endettement. Et vous, donc, vous pouvez prêter sur le très long terme à taux bas. Et ça, les gens l'ont oublié, en fait. On fait, en fait, vous m'excuserez cette page de pub, mais ça n'en est pas vraiment une. Non, mais non. On est la seule banque publique, au demeurant, à pouvoir faire des prêts sur 50 ans ou sur 60 ans. Donc je fais cette évangélisation. N'hésitez pas, quand vous installez des réseaux d'assainissement tout neufs, qui vont durer 60 ans et sur lesquels vous ne reviendrez pas avant cette période de 60 ans, à faire un emprunt d'une durée de vie de 60 ans. Ça colle. Quel est l'intérêt? C'est ça, en fait, la finance publique vertueuse au niveau des collectivités locales. C'est ça qu'il faut faire. C'est avoir, en fait, un financement qui soit adapté à la durée de vie de ce que vous financez. Parfois, c'est 15 ans, parfois, c'est 20 ans, parfois, ça peut être 50 ou 60, et c'est la durée qu'il faut prendre. Si vous ne faites pas ça, ça veut dire qu'en fait, vous saturez tout de suite les capacités d'investissement d'une collectivité locale sur une durée courte. En empruntant sur 20 ans quelque chose qui a une durée de vie de 50 ou 60, eh ben, vous mettez tout de suite au taquet. Et donc, vous pouvez effectivement plus rien faire. Vous avez votre capacité d'endettement qui est maximum. Vous ne pouvez pas entretenir l'école du coin. Vous ne pouvez pas non plus faire la voirie parce qu'en fait, vous êtes blindé sur une durée courte. Si vous faites un emprunt sur 50 ou 60 ans, quelque chose qui a encore une fois une durée de vie de 50 ou 60 ans, par rapport à un prêt sur 20 ans, vous pouvez en fait faire 2 fois plus. On parlait tout de suite d'un retard d'investissement, 0,8% d'entretien, il faudrait faire le double. C'est exactement ça. En fait, il faudrait faire le double. La différence entre un prêt sur 15 ans et un prêt sur 40 ans, c'est que pour la même annuité, vous pouvez emprunter en fait 2 fois plus et donc faire 2 fois plus. Et donc rattraper une partie de ce retard d'entretien sur le réseau. Et d'où vient votre argent dans un pays tellement surendetté qu'on se demande si on est encore un pays riche? Il vient d'où votre argent? De vous, oui, en fait, parce que si vous ne le savez pas, donc on utilise une ressource qui est formidable, qui s'appelle le livret A, qui est l'épargne locale, l'épargne populaire territoriale. C'est plafonné, si je ne dis pas de bêtises, à 20 000 ou 22 000 euros, donc c'est une petite somme. 3 Français sur 4 en ont. Il y a 55 ou 60 millions de livrets A qui sont aujourd'hui les réceptacles de votre épargne. Et donc nous, en fait, on utilise cet argent qui, en fait, cumulé, représente plusieurs dizaines de milliards
pour pouvoir faire ces prêts sur longue durée. C'est pas censé financer le logement social, les livrets Ça A? finance le logement social à titre principal, vous avez raison. Sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'année dernière, on a prêté 1,8 milliard, tout compris. Il y avait 1,3 milliard sur le logement social. Les 500 autres millions financent tous les projets d'intérêt général portés par les collectivités locales et les établissements publics. Et trop peu sur dont l'eau. Alors l'eau, on a un programme particulier on a été en fait associé très étroitement au plan eau du gouvernement en 2023 qui a été lancé, mais on avait déjà un historique de financement de ces sujets depuis très longtemps. On a été associé de manière plus profonde, je dirais. On a doublé l'enveloppe de prêts dédiée à ces sujets-là, qui s'appelle l'Aquaprêt. Ça parle tout seul. Il y avait 2 milliards avant de disponibles. Maintenant, il y a 4 milliards. On a simplifié les conditions d'accès. Il y a moins de documentation, il y a moins de paperasse, il y a moins de fournitures. Et puis, les taux sont plus bas. Le taux aujourd'hui pour emprunter, donc sur une durée d'un demi-siècle, si vous voulez faire un investissement de ce type-là, c'est le taux du livret A, 1,7% plus 0,5 points, c'est-à-dire 2,3%. Bon, voilà, les taux de base d'un marché aujourd'hui bancaire, ils sont autour de 4% et vous empruntez difficilement au-delà de 25 ans. Mais tout le monde devrait courir vers vous, peut-être ici des gens dans la salle. Pourquoi on l'a oublié ça? Parce qu'avant c'était des prêts avec des taux d'actualisation très faibles qu'on utilisait, qui ont financé les centrales nucléaires, le TGV, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne pense même plus à se projeter sur le long terme? Comment vous expliquez ça? Je ne comprends pas. On passe notre temps, nous, à médiatiser l'usage de cette ressource. Elle est utilisée sur les produits comme l'Aquaprêt pour faire de l'entretien de l'infrastructure, mais on l'utilise aussi pour faire de la construction ou de la rénovation des écoles, tout l'entretien qui vise à faire des économies d'énergie du patrimoine des collectivités locales, tout ce qui consiste à éviter ce qu'on appelle la dette grise, c'est-à-dire en fait le non-investissement sur l'entretien patrimonial. On est une banque, en fait, on est un établissement public, banque publique, on est un peu le service financier public auprès des collectivités locales. L'État le sait bien, puisque cet argent qui est le vôtre, on ne peut pas l'utiliser à ce qu'on a envie de faire. En fait, à chaque fois, il y a des accords avec la direction du Trésor, avec Bercy, qui nous autorisent à mettre en place un volume de ressources, donc 4 milliards pour financer l'eau, avec des conditions, celles que je viens de vous dire, 1,7 pour plus 0,5%. Donc on a un mandat donné par l'État pour utiliser ça. Moi, j'utilise des espaces comme ceux-là pour le faire savoir. On est présent à tous les congrès départementaux des maires pour avoir cette visibilité. On sera dans un mois au Salon des maires à Paris. Bon, ça marche un peu mieux quand même, parce que on a cette année, au Auvergne-Rhône-Alpes, on a déjà fait 120 millions d'euros de financement sur ces contrats eau. C'est le double de toute l'année 2023. Qui elle-même était déjà en progression assez importante. On est assez content parce qu'on représente un niveau assez important de à peu près un quart de l'ensemble des prêts à la Caisse des dépôts dans l'ensemble du réseau, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une des régions les plus dynamiques néanmoins en investissement public. Et on a 700 millions d'euros de commandes publiques autour de l'eau dans la région Auvergne-Rhône-Alpes sur l'année dernière en moyenne. Et on a des signes positifs qui sont, parce qu'on a fait une petite étude, je vais revenir peut-être là-dessus, un moment vous demandiez quel était le volume d'investissement. On a demandé à un cabinet conseil de faire une petite étude sur la commande publique, en fait, il y a vraiment quelques mois. Et ils ont regardé sur les 5 dernières années ce qu'étaient les volumes de commande publique autour de l'eau. Donc la commande publique en France, tout confondu, tous les marchés publics, tous les appels d'offres, c'est 180 milliards. Voilà, c'est tout ce qu'on peut, ce qui est mis sur le marché. C'est pas forcément réalisé, mais c'est mis sur le marché. Dans les 180 milliards, il y a 5 à 7 milliards chaque année qui représentent les sujets de l'eau. C'est stable sur 5 ans. Alors c'est stable, du coup, il faudrait qu'on fasse le double. C'est ça quand même le sujet quasiment, parce que derrière, c'est à 80%, c'est l'entretien du petit cycle de l'eau. À 20%, c'est le grand cycle. Ça commence à monter en puissance, mais les rapports sont pas considérables. Et sur ces 5 à 7 milliards, il y a à peu près 700 millions sur la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est la nôtre. Les signes encourageants, c'est que dans cet épluchage de tous les appels d'offres qu'on a demandé à un conseil, un prestataire de faire, il a vu une croissance régulière sur ces 5 années de tous les marchés de prestations intellectuelles, donc d'études. Tout ça, c'est l'ingénierie en fait, qui prépare les investissements et qui prépare la faisabilité des choses.
C'est un point que je voulais aussi souligner, c'est qu'en étant acteur du plan eau avec le gouvernement, on a mis à disposition ces ressources qui sont du prêt, mais on met aussi à disposition des collectivités qui ont envie de passer à l'action de la ressource gratuite, c'est-à-dire de l'ingénierie, c'est-à-dire en fait du cofinancement, de la co-subvention que vous faites aussi avec les agences, sur toutes ces étapes amont. Parce qu'avant de décider d'investir, avant de s'endetter sur 50 ans, il faut en fait avoir des plans, des schémas directeurs, des envies d'intervention qui sont réfléchies. Et donc on cofinance volontiers avec des collectivités locales, si possible groupées pour avoir une taille critique, parce qu'effectivement ça marche mieux, toutes les études qui leur permettent ensuite de mettre en musique et en haut de l'agenda des investissements. Donc vous corrigez l'inégalité en termes d'ingénierie territoriale entre les collectivités importantes et ce que soulignait Madame Bélier, les collectivités moins importantes qui ont moins d'argent, moins d'ingénierie. Voilà, vous êtes là pour... oui, vous pouvez corriger cette inégalité. Ça va avec le fait de mettre en haut de la pile des priorités ces sujets d'eau qui ne se voient pas beaucoup. Moi, j'ai eu des confidences de maires qui me disaient mais si vous voulez... moi, j'inaugure une école, ça se voit beaucoup. Il y a des articles de presse, il y a de la médiatisation. J'inaugure un tuyau d'eau... ça n'intéresse personne, ça ne se voit pas, c'est enterré, c'est invisible. Et pourtant, il y a 20% qui se promènent dans la nature, et ça, c'est la moyenne. Il y a des collectivités où il y a 1 litre sur 2 qui n'arrivent pas au bout, en fait. Madame Bélier ? Oui. J'attends que vous apparaissiez sur mes 2 écrans. Vous avez entendu, il y a de l'argent à la Banque des Territoires, et pourtant, manifestement, les communes que vous représentez d'une façon ou d'une autre crient parfois misère en disant il n'y a pas d'argent, on a du mal, on n'a pas de prêts, etc. L'argent est là. Alors, a priori. Les prêts, il faut quand même les rembourser. Nous, le discours qu'on porte, c'est qu'en tout cas pour tout ce qui est renouvellement courant, on parlait de taux de renouvellement de réseau, c'est pas forcément adapté, sauf si jamais il y a vraiment un pic temporaire. Mais le renouvellement courant doit plutôt être financé par de l'autofinancement courant, par une marge qui est dégagée par l'économie des services d'eau. Et donc, effectivement, que les recettes doivent être dimensionnées de manière à permettre de financer cet investissement courant. Ensuite, pour évidemment les investissements à réellement long terme, type les usines de traitement de l'eau potable ou les stations d'épuration des eaux usées, là, effectivement, c'est tout à fait une solution qui a du sens. Mais on ne peut pas croire qu'on aura moins d'investissements à apporter dans les années qui viennent. C'est aussi ça, en tout cas, le message qu'on porte, c'est vraiment d'investir de manière intelligente, donc en s'inscrivant effectivement dans une prospective sur les années qui viennent, en prévoyant éventuellement des modules qui puissent être ajoutés pour traiter les nouveaux besoins, les nouvelles pollutions, parce qu'on sait que les connaissances qu'on a aujourd'hui sont de plus en plus importantes et que les besoins en traitement vont de toute façon être sans doute amenés à augmenter également. Oui, puis plus on cherche, plus on trouve, plus la métrologie s'améliore, plus on trouve à la fois des molécules et à des taux de plus en plus faibles. Donc effectivement, c'est pas prêt de coûter moins cher. Vous êtes saisie du micro, Madame de Mézy. Vous souhaitiez réagir. À quoi ? Non, je voulais réagir en complément de ce qu'a dit la Banque des Territoires sur le fait que on voit quand même une sensibilisation depuis 2022 et un frémissement. Toutes ces études qui sont commandées, et on voit que dans les marchés publics, il y a de plus en plus d'études sur justement qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'on doit prendre en compte, quels sont les coûts environnementaux, justement. Et au-delà du renouvellement du sucre, on a un vrai mouvement qui se dessine depuis 2022. Et c'est important. Parce que 2022, on a eu quand même, c'est une sécheresse, il y a eu 500 collectivités en Adour-Garonne qui ont été en rupture totale d'eau potable, totale, je dis bien. Alors on peut se dire, Adour-Garonne, c'est le sud, c'est normal. Mais sur le bassin Loire-Bretagne, on a eu 72 communes en rupture totale d'eau potable. Sur ces 72 communes, 90% étaient des communes isolées. Et ça, c'est la question, en effet, de la force de l'intercommunalité, de la capacité d'investissement. J'avais préparé une petite diapo où on voyait le prix de l'eau et l'effet de la taille de la collectivité. On considère qu'au-delà de 50 000 habitants, il y a un effet
bénéfique de mutualisation et de baisse du prix de l'eau. Voilà. Et il faut pouvoir atteindre cette taille critique. Voilà. Parce que certes, dans les petites collectivités, le prix de l'eau est faible, mais en fait, c'est je dirais un cache-misère souvent de cette réalité-là. Mais il y a des choses qui avancent depuis 2022, et on le voit par exemple dans un sondage de Doxa qui vient d'être publié. Depuis la loi NOTRe, finalement. Alors, il y a eu un effet, en effet, de préparation de la loi NOTRe, puisqu'il devait y avoir un transfert de compétences au 1er janvier 2026. Mais je pense qu'il y a vraiment cette dynamique de la sécheresse et de la prise de conscience des événements extrêmes, des inondations et des sécheresses, parce que il ne faut pas oublier que c'est l'un et l'autre. Et la culture de l'eau évolue. Les élus commencent à se saisir du sujet. Les citoyens sont en demande, puisque dans ce sondage de Doxa, on dit que 72% de nos concitoyens considèrent que l'eau est un sujet pour les prochaines municipales. Donc ça veut bien dire qu'il commence à y avoir cette conscience de l'eau et le sujet commence à sortir. On a mis du temps, donc ça veut dire qu'il faut avoir une catastrophe, qu'il n'y ait plus de l'eau qui coule au robinet pour qu'on se rende compte que finalement l'eau on ne la paye pas si cher que ça et qu'elle a un coût. Il faut attendre ça. Monsieur Barbier. Moi, je pense vraiment, la loi NOTRe peut-être, mais c'est les événements traumatisants de 2022 et 2023, je pense, qui ont mis en fait en haut de la pile l'importance d'intervenir. Quand on se retrouve avec effectivement des centaines de communes qui sont en incapacité de fournir ce service public de base à ses habitants. Nous, on a été saisis de demandes de financement en urgence pour des sujets d'interconnexion. Commune qui n'était plus du tout en capacité d'utiliser son eau, qui devait se raccrocher avec celle d'à côté, qui devait faire des travaux en urgence, mais dans le mois en fait qui était en cours, qui avait besoin de mobiliser de l'argent. Quand on voit que la ville de Vittel à l'époque ne pouvait pas avoir de l'eau, bon, ça c'est en fait des choses qui remontent l'ordre des priorités et qui justifient d'ailleurs le plan eau en 2023. Il est arrivé aussi comme ça. Et tant mieux. Ouais, tant mieux, oui, sauf qu'après une sécheresse, il pleut et on oublie assez vite. Je le vois bien chez nous autres journalistes. Il y a eu un effet canicule 2022 qui est évident. On parle d'eau dans les médias vraiment pour tout sujet depuis 2022. Mais en général, on ne parle d'environnement et d'eau que quand il n'y en a plus ou quand il y en a trop. Et ça a encore du mal, de mon point de vue, encore une fois, à être un sujet de politique générale. Pour parler crûment, si j'ose dire, parce que, et je rebondis sur ce que vous disiez, Madame de Mézy, effectivement, les administrés veulent tous qu'on parle de l'eau municipale, mais je n'entends strictement aucun élu de la République qui remet son mandat en jeu, qui me dit, mais je vais parler d'eau, et je vais parler du prix de l'eau, je vais expliquer aux gens pourquoi le prix de l'eau va augmenter. Donc, est-ce que c'est un sujet réellement politique ? Je ne suis pas sûr. Madame Bélier, sur ce sujet-là, puis aussi sur cette taille critique, est-ce qu'effectivement, se regrouper, et vous disiez, Madame de Mézy, la taille critique serait 50 000 habitants, oui, ça fait partie des solutions pour limiter la hausse du prix de l'eau demain, en tout cas pour faciliter les financements. Alors, pour moi, l'enjeu, c'est peut-être pas tant de limiter la hausse du prix de l'eau, que déjà effectivement d'accroître la capacité de maîtrise d'ouvrage, d'accroître la technique qu'on peut mettre derrière et donc la bonne gestion du service. Après, nous ne prenons pas ni une taille minimum pour notre part. Hein. C'est donc notre réseau, donc la Fédération nationale des collectivités excédentes et régies prône la mutualisation historiquement, hein, c'est-à-dire le regroupement des communes au sein de structures, mais sans forcément pousser vers les intercommunalités à fiscalité propre. La solution peut parfois être des syndicats mixtes qui préexistent et qui couvrent des grands territoires et avec une forte technicité. Et puis, au niveau de la taille, ce qui est sûr, c'est que des communes isolées de quelques centaines d'habitants ne peuvent pas, à notre sens, effectivement faire front à ce qui les attend demain et ce qui a même déjà commencé aujourd'hui. Après, le seuil de 50 000 habitants me paraît peut-être un peu important. Il faut tenir compte de la construction locale, des contraintes techniques, aussi de l'existant, puisqu'en fait, souvent on parraine de choses qui existent.
de mutualisation qui se sont déjà faites au niveau local. Mais effectivement, voilà, à notre sens, une commune isolée aujourd'hui a nécessairement du mal à gérer son service d'eau avec la technicité qui s'avère nécessaire pour répondre aux attentes des usagers, parce qu'on parle du prix. Mais la première attente, c'est effectivement la qualité et la continuité de service. Comme ça a été évoqué avec la sécheresse de 2022, on a beaucoup de retours. Avant, on avait un focus qui était très fort sur le prix. Maintenant, évidemment, ça reste un sujet. Il faut qu'on reste dans les capacités financières, contributives de tout un chacun. Mais on se rend compte de plus en plus de l'importance de l'accès à l'eau et du fait, effectivement, que c'est d'abord sa qualité et la continuité de service qui priment avant son prix qui reste aujourd'hui raisonnable. Alors on voit l'intérêt du regroupement, de la mutualisation, tout le monde en parle. Comment vous expliquez alors, Madame Bélier, cette résistance parfois contre la loi NOTRe ? Alors je pense que c'est un attachement assez fort, assez passionnel, viscéral des élus et des populations à l'eau. On a quand même toute une poésie, on va dire, autour de l'eau, tout un attachement territorial qui pousse les communes, qui en plus sont quand même un peu dépossédées d'un certain nombre de compétences, à vouloir garder la main sur leurs ressources en eau. Mais effectivement, nous, même si nous sommes une association de collectivités, nous prenons plutôt un regroupement et une mutualisation à la bonne échelle, mais à l'échelle qui est déterminée par chacun des territoires. Madame de Mézy. C'est la même chose pour les agences de l'eau. Nous, on prône des solutions concertées, et notamment via les accords de territoire. C'est-à-dire qu'en effet, à chaque territoire correspond une solution. Les contrats de territoire, c'est ça ? Les accords de territoire, voilà, qui permettent vraiment d'adapter la solution à la réalité territoriale, à la réalité de maîtrise d'ouvrage qui existe, à l'aide que peut apporter l'agence de l'eau par rapport à des problématiques qui sont propres à la ressource disponible, qui sont propres aux problématiques des eaux usées. Chaque territoire est différent et c'est la raison pour laquelle on doit vraiment construire des solutions concertées dans le cadre de cette mutualisation que sont les accords de territoire pour pouvoir ensemble trouver des solutions, ensemble s'aider au-delà d'une question de structure administrative. Alors vous l'avez dit comme Madame Bélier, dans la question du prix de l'eau, limiter la hausse, limiter les besoins passe par améliorer les process industriels, améliorer les process d'irrigation, consommer moins, même si consommer moins, ça vous fait des sous en moins. Monsieur Barbier, quand vous financez, quand de temps en temps, par miracle, sur un malentendu, une commune vient vous voir en disant « j'ai un besoin de financement », est-ce que vous assortissez votre réponse à des conditions de sobriété, à des conditions, j'en sais rien moi, de rénovation de la station d'épuration, est-ce que vous assortissez ça aux mêmes conditions finalement que les agences de l'eau, décident ou pas de subventionner un aménagement ? Alors nous, on est là pour financer les projets des élus. Donc c'est eux qui décident de l'opportunité de réaliser des investissements. Comme je suis banquier, je regarde une chose, c'est s'il peut se payer cette capacité d'investissement. Donc on va lui faire un prêt, on va regarder sa situation financière prévisionnelle, et puis après on prête ou on prête pas. On n'est pas juge de l'opportunité de faire les investissements, les travaux. Ça n'aiderait pas quand même. Ça nous est arrivé de nous rapprocher des sachants, qui sont les agences de l'eau. Il y en a plusieurs sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, à titre de vérification, de conseil, de l'opportunité de quelques opérations, c'est vrai. Et puis là où en revanche on est un peu plus prescriptif, c'est en effet toute la partie études amont ou ingénierie dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'accompagner une collectivité, une commune de 200 habitants pour son programme pluriannuel d'investissement sur ses réseaux, etc., on posera quand même la question de la trajectoire de regroupement, de mutualisation, si ça nous semble être une question critique. Parce que c'est peut-être pas quand même totalement efficient d'avoir une stratégie sur ces choses-là à l'échelle d'une commune de petite taille qui, à un moment ou à un autre, n'a plus en fait la capacité d'assurer ça. C'est extrêmement simple. Toutes les semaines, on passe en comité d'engagement au niveau régional des situations financières qui sont un peu délicates
pour des emprunteurs. Et j'ai des communes de 150, 180 habitants qui doivent faire face à 1 million d'euros pour rénover fortement les travaux, enfin les réseaux d'assainissement, ou se payer une nouvelle structure. On l'accompagne là-dedans. Parfois, elle ne peut pas. Parfois, en fait, il y a un drapeau rouge. Elle n'est pas en capacité de la financer. Et on a aussi un devoir de conseil et puis d'alerte là-dessus. C'est-à-dire qu'on ne prête pas sans rien dire. Après, on prête, ça je voulais le dire aussi, à des conditions qui sont exactement les mêmes, quels que soient les projets, l'endroit où ça se passe, la collectivité, qu'elle soit petite ou grande, si c'est la métropole de Lyon ou si c'est la commune de Fère-Noël à qui on a prêté 20 000 euros cette année, la condition sera la même. C'est un prêt sur 20 ans ou c'est un prêt sur 50 ans, le taux sera le même. Donc en fait, c'est totalement égalitaire. C'est républicain. C'est républicain. C'est le terme de mon directeur. Parfaitement. Que je ne connais pas, mais voilà ce qui m'est venu à l'esprit. Ce qui veut dire que vous pouvez financer à 100% sans avoir besoin de l'effet déclic d'un préfinancement par l'agence de l'eau, par exemple, qui pourrait vous rassurer. Alors, on se retrouve très souvent sur les plans de financement en commun, parce qu'effectivement, dans les plans de financement de ces opérations, dès qu'elles sont un peu volumineuses, il y a des concours de collectivités locales, il y a des concours de l'agence de l'eau, mais très très souvent sous forme de subventions ou d'avances remboursables. Et puis nous, on fait le complément. Le complément, il est parfois de 50% de l'ensemble. Il peut aller jusqu'à 100%. Voilà, on le fait sur cette échelle-là. Y a-t-il des questions, mesdames, messieurs, des remarques à ce stade? Ne soyez pas timides. Anselme, qui porte le micro, est extrêmement gentil. D'ailleurs, il se dirige vers vous, monsieur. Je vous demanderai juste de vous présenter. Bonjour. Oui, bonjour. Nicolas, je suis un habitant de la commune de Clermont. J'aurais aimé avoir un peu de précision parce que vous avez évoqué le concept de pollueur-payeur et le concept de polluer-payeur. Et j'aurais voulu savoir, puisque Madame de Mézy, vous parliez des 13 milliards à financer, est-ce qu'on a une vision sur quels sont les pollueurs et combien ils payent, combien ils financent ces 13 milliards, quelle est leur participation à ça? Et combien, en fait, est payé par les consommateurs. Donc, l'autre c'est est-ce qu'on a un peu... Et par exemple, les grandes catégories des habitants, des consommateurs d'eau potable, des industriels peut-être, et des agriculteurs. Il me semble que la consommation des agriculteurs est à environ 50%, voire plus de 50% de l'eau en France, par exemple. Alors, en effet, on a une idée. Pour vous donner une idée sur le bassin Loire-Bretagne, j'ai pas révisé mes chiffres, mais globalement, 70% concernent les réseaux publics, donc en effet les collectivités. Il y a 4 redevances sur la facture d'eau, 3 pour l'eau potable, une redevance prélèvement, une redevance consommation et une redevance performance des réseaux d'eau potable, et une redevance performance des systèmes d'assainissement collectif pour la partie eau usée. Ces 4 redevances, ça représente 70% du montant des redevances annuelles. Cette année, c'est 380 millions d'euros de redevances pour l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Les agriculteurs et les industriels sont relativement à part équivalente sur notre bassin. C'est autour de 13%. Voilà, 13,9, 13,7. Donc on a des parts équivalentes. Et puis ensuite, vous avez les autres, c'est-à-dire les chasseurs, les pêcheurs, c'est 2%. Alors c'est vrai que la redevance ne traduit pas, par exemple si je prends l'exemple de l'irrigation, puisque vous parlez de la consommation par les agriculteurs c'est 17% des prélèvements sur le bassin Loire-Bretagne, mais c'est 57% de l'eau qui est consommée. Puisque, en fait, une plante, lorsque vous l'arrosez, elle retient 85% de l'eau. Voilà. Alors que les premiers préleveurs, ce sont les énergéticiens. Que ce soit EDF, Engie, Total. Qui restituent à peu près 90%. Mais qui restituent plus de 90% de l'eau. Donc l'eau n'est que utilisée pour refroidir notamment les centrales nucléaires. Mais ça retourne directement au milieu. Aujourd'hui, il n'y a pas de redevance sur la consommation, parce que ce serait extrêmement complexe à établir. C'est vraiment sur le prélèvement
le fait qu'il prélève de l'eau dans le milieu. Voilà. Mais après, il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, l'effet pollution, il est payé via l'impact sur le milieu par la redevance pollution diffuse, par exemple, par le fait d'utiliser des produits phytosanitaires. Là, c'est établi, lorsqu'ils achètent des produits phytosanitaires, il y a une part qui est payée via le distributeur des produits sur l'utilisation des pesticides. Voilà. Mais là, il y a un équilibre qui est fait. Voilà. Qui est fait plus ou moins bien, mais il y a un équilibre. Voilà. Oui, qui correspond aussi à une soutenabilité économique. Voilà. Oui, puis un nombre de porteurs de redevables. Pour vous donner une idée, moi, les réseaux publics, sur un bassin de 13 millions d'habitants, j'ai 6 millions d'abonnés au réseau public et donc 6 millions de redevables. Là où j'ai 7000 irrigants. Voilà, donc c'est aussi voilà, c'est une question d'acceptabilité et de soutenabilité. Et de rapport de force. Madame Bélier, la tarification incitative, tout le monde en parle, ça semble être... La France est toujours en quête de nouveau Graal. Voilà, le nouveau Graal, c'est la tarification incitative, saisonnière, en fonction du volume, du nombre de piscines, de lavage de voitures, que sais-je encore. Vous en pensez quoi ? Alors, ça peut être quelque chose à étudier pour les collectivités, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne peut pas s'improviser sans, encore une fois, bien connaître son territoire, bien connaître la typologie des usagers, des abonnés qui sont sur son territoire. Effectivement, là, cette année, ou depuis 1 an ou 2, on parle beaucoup de la tarification saisonnière. Avant, on avait beaucoup parlé de la tarification progressive par tranche, donc avec une première tranche, avec un prix unitaire à prix réduit, voire gratuit, et ensuite une seconde tranche avec un prix un peu plus unitaire, un peu plus élevé, et puis voilà, avec un nombre de tranches qui peut varier. Il faut savoir que ça demande eh bien effectivement de bien en évaluer les impacts. Typiquement pour la tarification progressive, il y a un point d'alerte, c'est dans tous les cas où les abonnés, enfin les usagers, les consommateurs finaux ne sont pas directement abonnés au service. Donc le service ne connaît pas forcément tous ses usagers. Dans les immeubles collectifs, on a encore très fréquemment le cas où la facture, elle est reçue par la copropriété. Donc dans ce cas-là, la copropriété, gros consommateur, va très vite se retrouver dans les tranches les plus élevées. Et puis ensuite, comme de toute façon, même quand on est à l'échelle d'une maison individuelle, la consommation va fortement varier selon le nombre d'usagers. Et la collectivité, là encore, n'a pas la connaissance du nombre d'usagers. Et souvent parce que les caisses d'allocation familiale rechignent à rendre public leurs infos. Oui, alors il y a effectivement un enjeu, donc ça c'est aussi sur les aspects sociaux, de croisement de données, où le RGPD, donc la réglementation de protection des données personnelles, est régulièrement affichée. Mais de manière générale, les services d'eau ne sont pas toujours demandeurs d'aller aussi vraiment dans les détails de la vie personnelle de leurs abonnés. Donc en tout cas, ça doit être un choix forcément volontaire des structures. Mais effectivement, une consommation de 40 mètres cubes par an, par exemple, va être très sobre si jamais c'est une consommation d'un couple. Et par contre, va être relativement dispendieuse si jamais il s'agit d'une résidence secondaire ou d'une personne seule. Donc on va vraiment avoir des effets de seuil qui peuvent être importants, et ça demande une forte ingénierie en fait pour aller sur ces tarifications-là. Pour la tarification saisonnière, donc ça demande tout d'abord de bien déterminer les enjeux en termes de saisonnalité des consommations, et donc de répondre à réellement un besoin en ces termes-là, et ensuite d'être en mesure d'avoir des relevés de compteurs à la date de début de période et à la date de fin de période. Donc cette ingénierie de comptage a également un coût qui devra être répercuté sur l'ensemble des abonnés. Donc il faut en tout cas prendre en compte vraiment l'ensemble des paramètres pour pouvoir mettre en œuvre une structure tarifaire incitative, et souvent ne pas croire que le tarif sera la réponse à tout en termes d'incitation. Madame de Mézy, effectivement, on a tendance à... On a un retour d'expérience sur la tarification progressive avec la ville de Dunkerque, où on s'est rendu compte qu'il y avait mis en place cette tarification progressive, et en fait, elle n'a eu d'effet
qu'à partir du moment où il y a eu une sensibilisation quartier par quartier, en fait. Et ça, c'est l'élément essentiel, c'est que s'il n'y a pas de sensibilisation de la chaîne des acteurs, on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas d'effet sur la consommation. Et donc, finalement, augmenter le tarif pour l'augmenter sans avoir d'effet réel sur le milieu naturel et sur la gestion durable de l'eau, ça sert à rien, parce que finalement ça peut avoir un effet contre-productif d'apparaître simplement comme une augmentation du tarif de l'eau. Par contre, la tarification saisonnière mise en place par Toulouse, par exemple, a l'air de fonctionner. Plus 31% en été, moins 42% en hiver. Manifestement, ça a eu un effet. C'est en effet une piste qui peut être étudiée, mais là aussi, ça dépend des territoires, des spécificités locales, des enjeux, et puis de savoir qui va porter cette tarification saisonnière. Est-ce que c'est les résidents abonnés réguliers ou est-ce que c'est le touriste ? On sait qu'un touriste, vous, habitants, vous consommez 100 litres d'eau par jour et par personne. Par contre, lorsque vous êtes en vacances, la consommation, elle est plus proche de 200 litres. Qui doit porter cette surconsommation ? Est-ce que c'est le résident abonné à l'année ou est-ce que c'est le touriste ? Voilà. Comment on fait, en fait ? Comment on fait porter cette tarification ? Donc c'est ça où ça demande vraiment une analyse territoire par territoire. Mais pour le coup, Toulouse semble avoir réglé le problème. Tout le monde va payer plus cher en été. Par contre, les résidents paieront beaucoup moins cher en hiver. C'est malin, ça. Oui, mais après, il faut voir quel est l'équilibre justement par rapport à la taille de Toulouse. Je pense qu'il y a une économie d'échelle et une capacité de gérer avec un effet de masse qui ne peut-être ne pas être sur chacune des collectivités. Je pense que Monsieur Barbier serait plus en même de calculer ça. Mais je pense que c'est en effet un sujet, et c'est un sujet dont doivent s'emparer les élus. Et je pense que c'est la première chose, c'est faire en sorte que les élus, mais aussi chacun des acteurs, c'est-à-dire les citoyens, les industriels, les agriculteurs, chaque acteur de l'eau doit déjà s'emparer du sujet avant de trouver et de dire il y a une solution, en fait. Madame Bélier, vous avez semblé sourire quand j'ai évoqué le cas de Toulouse. Alors, c'est juste qu'effectivement, on a lancé un groupe de travail avec l'ASTE, conjoint ASTE-FNCCR sur la tarification. Et l'ensemble du groupe de travail, on se disait qu'effectivement, en tout cas sur les effets sur la demande et la baisse de la demande qui a été affichée, des consommations qui ont été affichées en été, c'est très difficile de se prononcer sur une seule année. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'éléments qui viennent expliquer des baisses de consommation, donc qui sont de toute façon tendancielles, et puis qui sont très liées à la météo. Et donc, en fait, c'est difficile de tirer vraiment des conséquences d'un changement de tarification, en tout cas en ce qui concerne l'effet sur les consommations à partir d'une seule année. Il faut vraiment étudier ça sur le temps long, ou en tout cas le moyen terme, pour voir ce qui peut être vraiment imputé au tarif de l'eau et à la communication qui va autour, parce que je rejoins Madame de Mézy sur le fait que ça soit vraiment aussi l'aspect sensibilisation des usagers qui sont importantes par rapport à vraiment l'aspect prix en tant que tel. Y a-t-il des questions, mesdames, messieurs ? Des remarques ? Vous êtes sûrs ? Voilà, il suffit d'insister un peu. Merci, monsieur. Merci, Anselme. Bonjour. Bonjour. Bruno Pontruchet. Je suis élu, adjoint à l'environnement sur une petite ville de la métropole et vice-président d'un syndicat de l'eau qui s'appelle SME, syndicat mixte de l'eau. C'est 2200 km de réseau. La plupart de ce réseau passe en milieu rural. Comme ça a été souligné sur des réseaux qui ont été construits il y a 60 ans. On traverse aujourd'hui des gros soucis, en fait, puisqu'effectivement le taux de renouvellement est un vrai sujet. Le traitement de l'eau est un vrai sujet. On a donc établi un schéma directeur qu'on va partager en Assemblée Générale en mois de décembre. On va mettre donc les pieds dans le plat. Affronter en fait cette augmentation qui ne peut pas nous échapper. J'ai noté la Banque des Territoires. Je vous avais déjà repéré une fois sur une animation de Suez il y a 1 an ou 2. Donc je viendrai vous voir si vous avez un petit moment. C'est plus un témoignage qu'autre chose, plutôt qu'une question. Même si j'ai noté plein de choses, je me sens plutôt très imprégné du sujet de l'eau.
0,8% de taux de renouvellement pour aller à 1,6. On a fait, nous, le schéma financier, la trajectoire financière. On n'a pas inclus un financement là-dessus, parce que pour nous, un financement n'est pas lié sur le renouvellement d'eau, enfin le renouvellement des réseaux d'eau, mais plutôt sur des steppes ou du traitement d'eau, où là, on se voit plus faire un financement. On pense plus, a priori, mais ça passera en assemblée générale, hein, donc on le verra. On voit plus augmenter l'eau, mais si on fait une simulation aujourd'hui, à 1,4, on n'est pas monté à 1,6, mais 1,4 de taux de renouvellement, on va passer d'une facture 120 mètres cubes, alors qui est erronée du coup, parce que c'est plus 90, 100 mètres cubes maintenant, en réel. Bon. Oui, mais c'est la convention qui permet de comparer les prix. De faire des comparaisons. On va augmenter l'eau, on va passer d'une facture de 300 € à 400 €. Et quand même, un tiers en plus. Oui, mais ça vous met sur énorme. Un prix au mètre cube. À 3,3 au lieu de 2,50 ou de 40. Au lieu de Enfin, à peu près, quoi, hein, à quelques centimes. En mètre cube d'eau assainie. Oui. Et quand vous en Voilà. parlez... Là où, au niveau national, on est à 4,69. Et quand vous en parlez... Alors, l'eau assainie, pour moi, il y a deux... Enfin, si on parle bien de la même chose, on a de l'eau assainie à 2 €, 2,05 €, c'est à peu près ce qu'on a ici, dans notre coin. Et 2,40 €, 2,50 €, c'est à peu près le prix de l'eau distribuée. Si j'additionne les deux, potable, oui. Donc moi, les 2,40 €, 2,50 €, je vais passer à 3,30 €. À peu près. C'est une discussion qu'on a en cours, on passe ça en réunion de bureau, enfin, ça nous tient en haleine, hein. Toutes les semaines on est dessus, hein, parce que on est sur des phénomènes d'urgence, du traitement de l'eau, ça a été aussi souligné. D'urgence à ce point ? Oui, parce qu'aujourd'hui on est menacé par des prélèvements qui sont... Alors aujourd'hui tout va bien, à l'heure où on parle, mais on commence à voir ces sortes de PFAS, de tuyaux qui ont été mis, des tuyaux en PVC, alors j'ai plus les termes exactement, mais bon... PVM. C'est ça. Et ça, moi, quand je vois ça, et que je flèche ça, et que je regarde au service du SME d'établir en fait un profil et un pourcentage, donner un clé de pourcentage du nombre de ce tuyau, c'est 40% de ces tuyaux qui sont en PVC. Mais vous citiez CVM, un chlorure de vinyle monomère, qui est un risque aujourd'hui. Voilà, une nouvelle molécule qui inquiète. Et ça, pour moi, c'est urgent. Enfin, je ne vais pas attendre qu'on me dise, l'eau ne peut plus passer. Enfin, je vais franchir le cap, je vais dans tous les cas forcer la main à mes collègues élus en période préélectorale. Et c'est pas simple. C'est pas simple. Mais le courage, il faut l'avoir. Moi, si demain je suis pas réélu, c'est pas grave. Par contre, je serai propre. Et je pense qu'il faut le faire. Et ce sera un sujet, à votre avis, aux élections l'an prochain ? Je pense que ça sera un sujet. J'avais pas senti que c'était un sujet aussi important que ça. Enfin, vous avez l'air de dire que c'était peut-être ce que vous avez ressenti ou les remontées que vous avez. C'était un sondage au Doxa. C'est un sondage. Alors, sondage, voilà, je sais pas ce que ça vaut, mais bon. Mais chez vous, que vous disent les électeurs, vous administrés et abonnés, c'est des sujets qui les inquiètent ? Alors, sur ma petite ville de 5600 habitants, moi, je prends le tour par les cornes. Je fais des animations environnementales tous les samedis matins. Et j'ai fait une animation sur le cycle de l'eau et à badigeonner, vous savez, taguer au niveau des bouches d'égout, ne rien jeter, ici commence l'océan. J'ai eu du monde. Effectivement, petit et grand, c'est plutôt intergénérationnel. Mais, et quelles sont les questions des gens ? Ou les inquiétudes qu'ils évoquent ? D'où vient l'eau ? Est-ce que l'eau est de bonne qualité ? Est-ce que le prix de l'eau, est-ce que le prix va vraiment augmenter ? Et de combien ? Et ça, vous leur dites ? Oui, ben oui. Je dis ce que je ressens, moi. Mais je ne suis pas parole d'évangile. Ça n'a pas été acté. Voilà, c'était un témoignage que je voulais apporter. Merci les précieux, Madame Bélier. C'est un témoignage que vous entendez beaucoup à la FNCCR. Oui, tout à fait. Hein. Je pense qu'on est là-dedans avec les élus. Enfin, comme on disait, il y avait vraiment un tropisme pris qui était extrêmement fort historiquement. D'ailleurs, sur le site de CISPA, donc de l'Observatoire des services d'eau et d'assainissement, c'est vraiment le prix qui a été mis en avant. Quand le rapport annuel sort, c'est ça qui est repris dans les médias. Puisque désormais, on parle effectivement un petit peu plus des autres sujets, donc que ce soit le taux de fuite, les enjeux du réseau ou les enjeux qualité qui deviennent effectivement plus importants. Et je pense qu'on est aussi sur des générations d'élus qui sont plus impliqués. De plus en plus impliqués sur le sujet. Avant, on avait certains élus qui étaient très impliqués, mais ça passait, c'était pas généralisé. Maintenant, il y a de plus en plus une prise de conscience sur le fait que l'eau est un élément essentiel également pour le développement économique, le développement touristique, l'attractivité du territoire de manière beaucoup plus globale.
Et donc, c'est vraiment le ressenti qu'on a que voilà, il y a une prise de conscience de l'importance de cette ressource essentielle qui était voilà, qui se fait maintenant, mais qui a mis du temps à émerger vraiment dans le débat public et qui devient de plus en plus centrale. Est-ce que c'est en train d'aller jusqu'à, on l'a évoqué lors des précédents débats, jusqu'à adosser les documents d'urbanisme et de planification, PLU, PLUI, SCOT, sur la quantité d'eau disponible, sur le coût de l'eau, sur le coût de traitement? Autrement dit, est-ce que des communes, pour éviter que les coûts explosent, diront non à des permis de construire ou, comme les communes de Charente-Maritime Littoral, ont décidé a priori de surseoir à toute création de camping ou d'hôtels supplémentaires? Est-ce qu'on va vers ça? Dire l'eau, facteur limitant du développement territorial? Alors, je pense que c'est le cas de plus en plus. D'accord. Nous, on est plutôt en lien directement avec les services, vraiment les services d'eau, hein. Mais effectivement, on avait historiquement beaucoup de retours de structures, notamment de syndicats intercommunaux ou mixtes, qui se retrouvaient en fait avec des permis qui étaient délivrés sans s'interroger sur le fait que, les installations, les infrastructures étaient en capacité de délivrer l'eau qui était nécessaire, que les réseaux étaient existants, suffisamment dimensionnés, etc. Et ces situations sont quand même en recul, puisque je pense qu'effectivement, c'est de plus en plus intégré, qu'il s'agit d'un élément central pour le développement des communes. Il y a une petite échelle, hein. C'est Audi7 qui nous disait ça à Bordeaux l'autre jour. C'est une façon d'inciter les touristes à moins consommer, c'est de leur mettre des compteurs dans les bungalows et vous avez un volume et dès lors que vous dépassez, là ça commence à faire mal et manifestement, et comme par miracle, les consommations ont baissé. Je vous pose la question à vous parce que ça fait un moment que je ne vous ai pas entendu et je le regrette, Monsieur Barbier. Est-ce que le signal prix est important? Est-ce que augmenter le prix de l'eau, est-ce que rendre l'eau visiblement chère est une incitation dans une économie de marché à ce qu'on la prenne en compte, à ce qu'on lui donne de la valeur et donc à ce qu'on y fasse plus attention? En économie, on dit que ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur. Donc il faut donner effectivement une valeur d'usage à toute chose. On commence à s'intéresser finalement au vrai prix de l'eau. Ça se sent dans le portefeuille? En discutant avec des maires, dans les congrès des maires départementaux, c'est la saison en ce moment, donc on en voit beaucoup. La plupart me disent, mais jusqu'à présent, l'eau, c'était gratuit. En fait, pour nous, il fallait que ça soit gratuit. Ça tombe du ciel, c'est un don, c'est gratuit, il n'y a pas de sujet. Bon, ça commence à nous coûter un peu cher, etc. Oui, il faut le prendre en compte. Il y a l'entretien patrimonial qu'on a évoqué depuis le début de cette réunion. C'est-à-dire, sans rien faire, il faut entretenir ce que l'on a déjà, pour voir que ça soit détérioré et que ça ne coûte plus cher demain. Et puis il y a tous ces sujets émergents nouveaux qui concernent un peu la qualité de l'eau, c'est-à-dire ce qui se promène dans les tuyaux et où on en découvre, comme vous le disiez. Et c'est un peu anxiogène tout ça. Et donc c'est pour ça que les gens y prêtent aussi beaucoup plus d'intérêt. Et donc moi je trouve que tout ça est assez positif parce que ça remonte en haut de la pile, ça met à l'agenda un sujet qui n'était pas suffisamment. D'autres réactions? Petite dernière. Alors peut-être un dernier, si vous permettez, oui. Une autre page de pub, mais là, franchement, c'est assez gratuit. Ah oui, Aquagir. Aquagir et AquaRepère. On a lancé en fait nous 2 plateformes avec d'autres acteurs importants et bien plus sachants que nous dans le sujet, hein, comme le BRGM, comme l'ensemble des agences de l'eau, comme le CEREMA, le Cercle français de l'eau, l'association des élus de bassin, pour fabriquer 2 plateformes, une qui s'appelle Aquagir, qui en fait est une sorte de place de marché où vous trouvez énormément de documentation, de retours d'expérience, de guichets sur lesquels trouver des financements sur les différentes opérations, de prestataires de services, chacun dans sa spécialité, et de fabrication au final d'une communauté autour de ces sujets d'eau. Pourquoi on a fait ça? Bien sûr, l'accès est gratuit, hein, ça marche assez bien, il y a 400 collectivités locales qui sont adhérentes, il y a 200 000 visites depuis la création. Ma charmante petite collègue là-bas qui est tout au bout s'en occupe. Pourquoi on fait ça? C'est pour le mettre en fait à nouveau en haut de la pile de la priorité des investissements publics sur les territoires. Savoir ce qu'on veut faire avant de se lancer dans des sujets de plan de financement. On sera là pour faire du financement, on sera là pour faire de l'investissement, mais d'abord planifier les choses et puis organiser la volonté de faire. Et le deuxième sujet, c'est notre plateforme qui s'appelle AquaRepère, qui est toujours gratuite, où là on met à disposition de la donnée publique organisée avec de l'agence de l'intelligence artificielle
autour de l'interrogation d'un territoire. Vous pouvez aller... J'avais un slide là qui donnait l'adresse, mais Aquarepère, vous pouvez trouver en fait en interrogeant le nom de l'EPCI, de votre syndicat, monsieur, l'ensemble des données publiques qui se concentrent autour de l'eau sur ce territoire, avec les sujets de vulnérabilité ou pas, les bassins, l'organisation géologique des choses, la qualité de l'eau en sous-sol, le prix au mètre cube, etc., etc. Tout ça, c'est aussi en fait la capacité à donner, grâce à la data massifiée, un maximum d'informations aux décideurs. Madame Bélier, je vous laisse conclure. Le mot de la fin, il est pour vous. J'ai une coupure de son. Je vois que vous me donnez la parole, mais je ne vous ai pas entendu la question. Alors la question c'était pas une question, c'était le mot de la fin. Je vous le laisse. Je suis désolée. Bon, d'accord. Ah bah alors ce sera pour Madame de Mézy. Merci Madame Bélier. Je vais en profiter juste pour dire que... Je ne sais pas si voilà. vous m'entendez dans la salle. Bon, de toute façon, quand on arrive à la fin, je pense que c'était pour... En complément de l'ensemble des données... Alors attendez, parlez pas en même temps, Madame Bélier. Bon, en fait, vous ne nous entendez plus. Non. Allez-y, Madame de Mézy. En complément, je pense que c'est important de se faire accompagner. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des données, mais je pense que c'est important de se faire accompagner et les agences de l'eau sont vraiment là pour accompagner chacun pour trouver la solution qui corresponde à une gestion durable de l'eau, en fait. Parce que c'est pas que un problème de tuyau, mais c'est vraiment comment on met le tuyau, quel procédé de traitement on utilise pour les eaux usées qui correspond le mieux à la réceptivité des milieux naturels. Et puis je voulais remercier monsieur, parce que voilà, c'est typiquement, on a un élu qui se mobilise et qui finalement travaille sur la question du prix et déjà de faire monter le prix au niveau national avant même de la question d'une augmentation au-delà du prix qui est aujourd'hui moyen, de 4-5 euros, avant de se poser la question et de faire peur à tout le monde en disant le prix va être de 7-10 euros. Déjà se poser la question de est-ce qu'on est bien tous à 5 euros, 4-5 euros, est-ce qu'on répond au coût, au coût réel, minimal. Voilà. C'est vous qui avez fait peur, 7-10 euros, c'était vous dès le début. Merci mesdames, merci Madame Bélier, Madame de Mézy, merci. Merci pour tout, merci d'avoir été là, merci pour votre intervention. Demain, demain c'est la journée acronyme PGSSE, je ne sais plus, SFN et REUT. Voilà, ce sera avec moi encore une fois. Vous pouvez reprendre d'ici là une vie normale. Merci. 3, 2, 1.